Merci de votre invitation, je suis ravi d'être là. Alors, vous savez, quand Napoléon devait nommer quelqu'un, il demandait toujours « Mais oui, mais a-t-il de la chance ?» Alors, je ne sais pas si Napoléon m'aurait nommé, mais il se trouve que j'ai beaucoup de chance, puisque ce bouquin que j'ai commencé à écrire il y a 2 ans et demi, il tombe à un moment formidable, qui est celui de la réforme des retraites. Je sais pas, je dois être en cheville avec Emmanuel Macron, mais un moment où finalement on ne parle que du problème du temps libre, par rapport évidemment au travail. Alors, quand on prépare un livre, je ne sais pas exactement comment c'est venu, ça prend toujours un peu de temps. Moi, je mets plus d'1 an à trouver un thème, où vraiment je pense toute la journée, je ne trouve pas très longtemps, et puis au bout d'un moment, il y a quelque chose, j'en discute avec l'éditeur, on fait des échanges, et puis on finit par trouver le thème. Et en fait, on essaye de humer un petit peu l'air du temps, on essaye de comprendre ce qui est en train de se passer, qu'on n'a pas encore vu. On prend un petit peu de hauteur, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, pour rester sur Napoléon, vous savez, dans la Chartreuse de Parme de Stendhal, le seul qui comprend rien à Waterloo, c'est Fabrice Del Dongo, parce qu'il est dans Waterloo, parce qu'il y participe. Très souvent, il faut prendre un peu de hauteur pour arriver à comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, c'est cette très étrange tyrannie du divertissement qui fait... alors mon sous-titre, ne laissez pas vos loisirs gâcher votre vie, évidemment un petit peu contre-intuitif, parce qu'a priori les loisirs c'est ce pourquoi on se bat tous, c'est le but exactement de notre travail, de notre existence, c'est le meilleur moment. Pourquoi ça peut gâcher nos loisirs? Eh bien justement on va en parler. Alors, on vit une époque absolument extraordinaire, à la fois fascinante et terrifiante. Il faut toujours prendre un peu de recul pour savoir d'où on vient. La première idée, la première des 3 grandes idées que je vais défendre devant vous, c'est cette histoire de la conquête du temps libre. Et cette conquête du temps libre, on va voir, elle va d'abord passer par une accélération extraordinaire de l'évolution de notre histoire. D'où vient notre temps libre? Au moment où vous étiez chasseur-cueilleur, c'est-à-dire il y a 10 000 ans, c'est-à-dire avant la révolution de la sédentarisation, avant qu'on commence à élever et à planter, eh ben, on avait en fait... seulement 1 à 4 heures de travail par jour. Les ethnologues, les anthropologues montrent qu'en fait on travaillait extrêmement peu, c'était pas du tout une époque de travail acharné. Alors est-ce qu'on avait pour autant du loisir? Peut-être pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui le loisir c'est d'abord le temps pour soi, le temps arbitrable, le temps dont on peut faire ce qu'on veut. Le temps des chasseurs-cueilleurs que nous étions, des fourrageurs, c'était du temps social, c'était du temps avec les autres. On n'est jamais très loin des autres, on est toujours en permanence, en société. On n'est pas considéré comme un individu, on est considéré comme une personne, c'est-à-dire une partie du groupe. Ben, ça, évidemment, ça s'est terminé le jour où on a commencé à élever et évidemment, à planter. Cette révolution du néolithique, de la nouvelle pierre, on est passé du paléolithique au néolithique, a été un contrat de dupe, a été un contrat faustien. Vous savez, Faust, il donne son âme en échange d'un peu de jeunesse, donc il se fait quand même pas mal avoir. Eh ben, nous, on a cru qu'avec l'agriculture, on avait pour toujours la sécurité d'approvisionnement. On achetait la sécurité d'approvisionnement. C'était ça l'idée, on allait pouvoir stocker et on allait pouvoir comme ça ne pas craindre les disettes. Et en fait, on n'est jamais autant mort de faim que depuis qu'on a développé l'agriculture. Pourquoi? Quand on était chasseur-cueilleur, on avait un enfant tous les 4 ans. Parce qu'il fallait se balader, on était par groupe de 100, on se déplaçait. Et donc, en fait, on avait assez peu de bouches à nourrir. Et on arrivait toujours à se nourrir avec la chasse et la cueillette. À partir de l'agriculture, on a pu avoir des enfants tous les ans. Et ça nous arrangeait parce qu'il fallait avoir aussi plus de mains pour nous aider au travail difficile des champs. Plus de mains, c'est aussi plus de bouches à nourrir. Donc il fallait travailler encore plus. Et donc c'est très paradoxal, mais à partir de l'agriculture, ce qui était censé nous permettre d'avoir la plus grande sécurité et en fait, quelque part, nous acheter le repos, parce que c'est toujours ça qu'on a cherché, nous, les hommes. Les êtres humains. On a cherché la sécurité, on a cherché à pouvoir avoir de l'avance, à être sûr de l'avenir, et c'est pour ça qu'on a développé différentes techniques. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a 10 000 ans, on a commencé une très très longue marche vers le fait de retrouver ce loisir qu'on avait perdu en fait avec l'agriculture. Et au début, ça a été très dur. En fait, pendant 10 000 ans, le loisir a un peu disparu de notre vie, et ça a été évidemment terrible. En fait, le loisir a quasiment disparu de l'existence jusqu'au 19e siècle, où ça a été le pic en fait, de la fin évidemment des loisirs. Au 19e siècle, on travaillait 4 000 heures par an environ. Évidemment, le travail des enfants. Alors, il faut savoir que le travail des enfants, il existait déjà avant. Souvenez-vous, quand on a fait l'école en 1880 obligatoire, pourquoi les enfants ne travaillaient pas en juillet, août et septembre? C'était parce que c'était la seule condition pour que les parents laissent aller leurs enfants à l'école. Il fallait qu'ils soient libres au moment des moissons. Voilà.
Et donc, ce n'était pas du tout pour aller se faire dorer la pilule sur la plage, ce n'était pas l'esprit, c'était parce qu'il bossait et qu'il fallait le laisser bosser au moment où c'était important. C'était la seule façon d'arriver à avoir les enfants. Mais évidemment, Dieu soit loué, aujourd'hui, les enfants chez nous ne travaillent plus et ils sont éduqués, mais à l'époque, naturellement, ils travaillaient énormément. On a mis un siècle à retrouver, à un moment donné, il n'y avait même plus les dimanches. Vous savez, pour les ouvriers, même le dimanche avait disparu. Ça a commencé à croître à nouveau. Et en fait, le XXe siècle a été un moment extraordinaire de chute vertigineuse du temps de travail. 4000 heures en moyenne par an au XIXe siècle. 1950 heures en 1950. 1400 heures aujourd'hui. Depuis 1950, on a gagné l'équivalent d'1 mois et demi de vie éveillée en plus de loisirs. Si on repart au XIXe siècle, quelqu'un qui travaillait, en moyenne, le travail pour lui, c'était 70% de son temps éveillé. Parce qu'on ne vivait pas très longtemps et on travaillait beaucoup. Votre vie, c'était avant tout du travail et de temps en temps quelques moments de loisirs. Vous savez qu'en 1945, quand on a fait la retraite à 65 ans, l'espérance de vie d'un ouvrier, c'était 55. C'était la retraite des morts. C'était une assurance retraite pour les quelques gus qui avaient la chance, on ne sait pas comment, d'arriver à vivre assez longtemps. C'est évidemment plus du tout notre esprit. Aujourd'hui, si vous calculez quelqu'un qui ferait une carrière aux 35 heures, qui a l'ensemble de ses cotisations complètes pour partir à taux plein et qui vit environ 80 à 85 ans, quelle est la part de sa vie éveillée qu'il aura passé à travailler? 12%. Vous pouvez faire le calcul sur une feuille Excel, c'est très simple. 12% de sa vie seulement, c'est le travail. Alors vous allez dire, oui, c'est la partie vraiment que vous allez travailler. Il y a peut-être la partie où vous allez être rémunéré pour des heures de travail. Oui, il y a les déplacements, évidemment. Oui, il y a du temps contraint. Quand vous faites la vaisselle, vous n'allez pas raconter que c'est votre loisir, évidemment. Alors l'INSEE a une vision un peu plus réductrice du loisir en disant, effectivement, c'est le temps arbitrable. Enfin, même là, même quand on compte comme ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a jamais eu autant de temps arbitrable, peut-être depuis le Paléolithique, et peut-être en fait depuis toujours, puisqu'au Paléolithique, encore une fois, ce n'était pas vraiment un loisir où vous pouviez vous abstraire du collectif et être face à vous-même et faire exactement ce que vous vouliez. Et c'est extraordinaire. Quand en septembre, j'ai commencé à pitcher mon bouquin sur Twitter, j'ai eu des menaces de mort parce que les gens croyaient que j'étais en train de dire qu'il fallait travailler plus. C'était une sorte d'ode à la valeur travail. Et en fait, on se trompe complètement sur l'opposition qui compte dans la vie. Ce n'est pas entre travail et loisir. D'ailleurs, la discussion sur les retraites se plante, à mon avis, du vrai sujet. L'opposition, elle est entre activité qui enrichit et activité qui aliène. Et c'est ça dont on va parler. Alors, vous voyez, c'est extraordinaire le recul. Ça veut dire qu'on n'a jamais eu autant de temps libre parce que, dans le même temps, évidemment, l'espérance de vie depuis le début du 19e siècle, le début du 20e, a doublé dans nos contrées. Et ça, c'est absolument extraordinaire. On vit dans un monde de loisirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre monde, c'est un monde où on a d'abord du loisir, où on va intercaler quelques moments de travail. Alors, c'était peut-être pas le cas des mentalités de nos parents ou de nous-mêmes, mais c'est de plus en plus, qu'on le veuille ou non, la mentalité des plus jeunes d'entre nous. Ça, c'est les courbes d'arbitrage. Vous savez, en économie, on fait les arbitrages entre travail et loisir. La révolution industrielle, les 30 glorieuses, c'est un moment où, dans l'arbitrage entre travail et loisir, on préférait donner quelques heures de loisir pour avoir des heures de travail qui allaient vous donner accès à l'extraordinaire croissance, les fruits du progrès, le confort auquel vous aviez accès. Vous acceptez de travailler pour vous payer ça. Le problème, probablement, aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société de post-consommation. Dans les 30 glorieuses, on allait accepter de faire un job qui ne nous intéressait pas trop. D'ailleurs, l'idée que votre job devait avoir du sens n'était probablement pas une catégorie pour la plupart des gens. D'abord, il y avait aussi cette vieille idée chrétienne de la souffrance rédemptrice. Il fallait souffrir. La vie est une épreuve. Elle était là, finalement, avant tout, pour vous éprouver. Plus vous aviez souffert, plus vous aviez en fait de chance quasiment d'aller au paradis. Donc c'était plutôt pas mal. Aujourd'hui, dans une société de post-consommation, on ne va plus travailler en se disant qu'il nous faut absolument, que c'est la condition par laquelle on va avoir accès aux fruits de la croissance. On dit j'ai droit aux fruits de la croissance, j'y ai vécu depuis toujours, donc pour moi c'est un dû, et on ne voit pas pourquoi on travaillerait en face. En fait. Voilà. On ne voit pas pourquoi le travail serait la contrepartie des choses dont on jouit. En réalité, aujourd'hui, on est contre le travail, mais on n'est pas contre la consommation. D'ailleurs, si vous interrogez les gens, ils n'ont pas du tout envie de renoncer à leur téléphone, à l'abonnement Netflix, etc. Alors, on a donc de plus en plus de temps à soi. Donc la vraie question, elle est, que fait-on de ce temps à soi? À quoi on va l'utiliser? Parce que c'est la vraie question. On nage dans des océans de temps libre. Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps qu'on a pour nous? Alors, il y a plusieurs usages du temps pour soi, à mon avis. Il y a 3 usages
typiques. Le premier usage, c'est le divertissement au sens pascalien. C'est le temps hors de soi, c'est le temps de l'aliénation, c'est l'activité passive. Le divertissement, c'est l'activité qui vous laisse tel que vous étiez, qui ne vous fait pas progresser, qui vous laisse passif. C'est le scrolling sur TikTok d'une infinité de danses en mode stroboscopique, et vous avez passé 3/4 d'heure de votre vie, et finalement votre temps libre vous a échappé. Vous savez, notre temps, je compare un peu à du sable que vous auriez entre les mains et qui s'échappe grain à grain. Vous avez l'impression d'avoir quelque chose, et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien. Vous avez laissé grain à grain, le loisir est parti un petit peu en miettes. Ça, c'est la première idée, c'est ce loisir hors de soi, ce temps hors de soi. La deuxième chose, c'était le loisir que j'appelle aristocratique, parce que c'est le temps pour les autres, le temps social. Alors aujourd'hui, c'est le temps familial, le temps amical, le temps où vous êtes en groupe. C'est aussi le temps qu'on passe ensemble, par exemple. Pour les aristocrates, comme vous le savez, pour les courtisans, c'était un travail au sens réel, c'est-à-dire que leur travail était l'agrégation sociale. Il fallait travailler en permanence, être proche du roi, se faire reconnaître, conserver son honneur, c'est-à-dire être reconnu par ses pairs comme un membre du groupe. Et c'était un boulot à temps plein, avec des règles extrêmement sérieuses. On ne s'amusait pas à Versailles, en fait, on bossait. C'était une façon très importante de garder, évidemment, et de respecter et de garder son rang. Mais aujourd'hui, on pourrait dire que ce temps aristocratique, c'est plus généralement le temps qu'on va consacrer aux autres. Et puis, il y a, allez, on va passer directement à celui-là, il y a en fait le temps pour soi. Donc, le temps en dehors de soi, le temps pour les autres et le temps pour soi. Le temps pour soi, c'est le temps aussi pour progresser. C'est le temps où vous êtes actif, le temps où vous allez cultiver vos capacités. Vous savez, les Grecs avaient ce joli mot, c'était la skolé. Évidemment, ça a donné le mot school, et skoela, école. La skolé, c'est quoi? C'est le loisir studieux. C'est le loisir studieux, c'est-à-dire ce que vous faites quand vous êtes assez riche pour ne pas travailler. Quand vous aviez des esclaves d'ailleurs qui travaillaient pour vous, eh ben, les Grecs qui étaient riches, ils passaient leur temps en partie en loisirs sociaux, on discutait avec les gens, mais ce qui était évidemment fondamental, en particulier dans l'éducation, c'était de cultiver son corps et son esprit. On ne faisait pas d'ailleurs la différence entre les deux. Hein. Il fallait être le kalos kai agathos, le bel et bon. Hein. Et donc les deux allaient en même temps, la beauté était la fleur de la vertu, et donc vous alliez travailler votre corps et travailler votre esprit, progresser pour être à la fois un bon citoyen, un bon soldat et quelqu'un qui est sage. Cette idée de sagesse, elle va être reprise plus tard par les Romains avec l'idée de conversio et de travail sur soi. C'est l'idée très philosophique aussi, c'est l'idée de Cicéron, hein, qui est celui qui a créé l'idée d'humanitas. Hein. L'humanitas, c'est ce sont les apprentissages qui vont permettre à l'enfant de devenir pleinement humain, c'est-à-dire un citoyen éduqué et sage. Les humanités, ce sont ces savoirs qui font de vous un humain. Évidemment, c'est ce qu'a repris après Erasme en disant on ne naît pas homme, on le devient par un travail sur soi, une discipline. Alors évidemment, les philosophes, mais après, probablement les moines du Moyen-Âge ont repris cette idée de discipline sur soi. Mais ça, c'est ce qu'on fait tous quand on lit, quand on a un loisir actif, quand on fait du sport, quand on réfléchit, aussi quand on rêvasse. Ce n'est pas forcément une activité passive de rêvasser, d'être dans ses pensées. Ce n'est pas un moment où vous vous échappez à vous-même, c'est un moment où vous pouvez au contraire plonger en vous-même. Tout ça, c'est ce que j'appelle au sens large le scolé. Bon, il y a donc trois types d'activités, trois types d'usage de notre temps libre. Théoriquement, ces trois types, ils devraient être plus ou moins équilibrés. Moi, je ne fais pas une critique du divertissement, je fais une critique de sa tyrannie, je fais une critique de son excès. Évidemment, il y a plein de moments où il faut qu'on se repose. Il y a des moments où on a envie de se délasser. Il y a des moments où on est passif et on regarde des émissions, ça peut arriver. Le problème, ce n'est pas l'usage, c'est l'excès. Et encore, évidemment, c'est une idée très grecque. Hein, rien n'est bon sans mesure. Et d'ailleurs, je cite évidemment Michel Foucault, qui avait beaucoup travaillé dans son Histoire de la sexualité, le deuxième tome en particulier, sur cette idée justement que les Grecs avaient un usage des plaisirs qui était fait de discipline, mais ce n'était pas du tout la vision chrétienne. Parce que dans la vision chrétienne, on réprouve les plaisirs parce qu'ils sont mauvais. Et dans la vision grecque, on discipline les plaisirs parce qu'ils sont bons. Et que justement, pour maximiser le plaisir, il faut le discipliner. Et on en profite vraiment, on ne profite d'une qualité supérieure de plaisir parce qu'on le discipline. Et comment on le discipline? On le discipline en mettant à distance, en procrastinant le plaisir, en l'épargnant, en le capitalisant en quelque sorte. Meilleur exemple, quand vous travailler un instrument de musique, ça peut durer plusieurs années avant d'arriver à tirer un son correct d'un violon, c'est peut-être pas mal de souffrance, c'est le moment où c'est pas toujours drôle, c'est de la discipline, mais quelle qualité de plaisir! Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a une hiérarchie entre le type de plaisir, un peu comme il y a une hiérarchie entre la friture et la grande cuisine? Il y a différents niveaux
d'occupation de soi et de culture de soi et de plaisir. Donc mon but, c'est pas de réprouver le plaisir et évidemment l'hédonisme qui domine plutôt, c'est au contraire de dire que un hédonisme qui maximise le plaisir. Alors, cette vision du scolet, du travail sur soi, c'est ça qui a toujours actionné la roue de l'histoire vers le progrès. En particulier, vous avez là le frontispice de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, avec la vérité qui est découverte par la raison et la philosophie. Toute cette idée-là, l'idée de culture de soi, l'idée de travail sur soi, qui était aussi très présente dans les mouvements ouvriers au XIXe siècle, où on allait au cours du soir, on allait étudier le soir, vous vous souvenez les ouvriers, les gens vraiment très modestes, qui se cotisaient pour acheter des exemplaires de Victor Hugo, parce que c'était trop cher. Hein. Ça pouvait être jusqu'à 20% des gages mensuels d'un ouvrier, un livre. Hein. Donc évidemment, c'était beaucoup trop élevé, on n'avait pas les moyens de se les payer, mais on se cotisait pour arriver à lire. Et c'était évidemment un mouvement assez extraordinaire. Donc le problème, c'est que ce divertissement triomphe et phagocyte l'ensemble des autres activités. Si on avait demandé au XVIIIe siècle quel est ce qui est important pour vous à l'homme de la rue, il aurait dit paradisie, aller auprès de Dieu. C'était le seul truc vraiment positif dans une vie qui était quand même authentiquement difficile. Hein. Je sais pas, souvenez-vous, la peste du XIVe siècle, en 1347-48, il y a quand même 30% de la population européenne qui est morte. Hein. Dans les villes, c'était 40 à 50%. À Florence, c'était probablement 50% des gens qui y seraient restés. C'est absolument inouï la violence de cette époque. Jean-Sébastien Bach, 1685-1750, il a vu ses deux parents mourir avant l'âge de 10 ans, il a été élevé par son grand frère, il a vu sa première femme mourir, il a vu 9 de ses 20 enfants mourir. C'était banal au XVIIIe siècle. Souvenez-vous qu'autrefois on disait « il faut 2 enfants pour faire un homme » dans les campagnes. Il faut 2 enfants pour faire un homme. D'ailleurs, entre parenthèses, je sais pas, bon, l'un de mes fils de 8 ans a fait une péritonite l'année dernière. Vous connaissez le taux de survie de la péritonite avant 1880 ? 0%. On ne savait pas opérer, ni l'appendicite, ni la péritonite. Je peux vous dire que c'est une façon extrêmement douloureuse de mourir. Heureusement, nous sommes au XXIe siècle, et moi je m'en suis tiré avec une traversée en ambulance direction Necker, et ça s'est passé quelques jours plus tard, ça allait très bien. On est à une époque absolument extraordinaire, on ne s'en rend pas compte combien on devrait bénir la science. En tout cas, au XVIIIe siècle, la seule chose positive dans une vie qui était extrêmement dure et en général extrêmement courte et qui était avant tout du travail extrêmement pénible aussi, parce que c'est une autre façon, c'est une autre chose qu'on devrait dire beaucoup plus souvent. Si vous regardez la proportion des travaux ultra pénibles entre hier jusqu'au milieu du XXe siècle et aujourd'hui, ça a considérablement descendu. C'est-à-dire que la plupart des travaux étaient extraordinairement pénibles, physiquement, vous détruisez complètement, jusque dans les années 20 à 30. Il y avait des porteurs d'eau, il faut quand même se souvenir, notamment évidemment à Paris, dans les grandes villes. Et évidemment, avant la révolution agricole, il y avait des travaux au champ qui étaient extrêmement destructeurs. À partir peut-être du XIXe siècle, l'Église prenant de la distance, la religion étant peut-être plus loin de la société, eh bien, peut-être qu'on aurait dit la patrie, c'est le deuxième P. Hein. Après le paradis, on travaille pour la patrie, on travaille pour le collectif. Et d'ailleurs, nos arrière-grands-parents allaient joyeusement se faire tuer à 22 ans dans les tranchées pour la patrie. Merci à eux. Et puis à partir des 30 Glorieuses, qu'est-ce qu'on aurait dit ? On travaille pour le pavillon, c'est le troisième P. Hein. Et il n'y a pas de honte, c'est normal. Souvenez-vous la chanson de Jean Ferrat, là, ça faisait longtemps qu'ils y pensaient, au Formica et au ciné. Hein. C'était un truc extraordinaire, c'est des gens qui vivaient dans des maisons avec du sol en terre battue, qui arrivaient tout d'un coup dans des endroits propres, avec des nouveaux loisirs extraordinaires. Ça, c'est l'histoire des 30 Glorieuses. C'est l'histoire de ces moments d'un accès extraordinaire à un niveau de confort auquel on n'aurait jamais pu rêver avant. En échange, les gens pensaient que oui, c'était normal de travailler, c'était absolument légitime de faire des efforts. Et aujourd'hui, est-ce que finalement, on n'a pas comme nouvelle activité sacrée, en quelque sorte, le loisir ? Est-ce que le divertissement n'est pas la façon, justement, aujourd'hui, dont on va investir le temps d'essai pour aller plus loin, mais finalement, c'est un divertissement qui est souvent extrêmement pauvre, un petit peu vide. Les syndromes dépressifs en France ne font qu'augmenter. Alors, le Covid n'a pas aidé, hein, évidemment. Mais c'est quand même étonnant, on est dans un pays où un Français sur 10 fait une dépression. On n'a jamais vécu dans un monde avec autant de sécurité, autant de confort, vivant aussi longtemps, et on n'a jamais été aussi dépressif. D'ailleurs,
les Français ne sont pas les champions du monde, mais ils sont parmi les meilleurs en consommation d'anxiolytiques. Si vous regardez aux États-Unis le nombre de morts par overdose, ça grandit de plus en plus. La drogue est une façon de sortir de soi, une façon d'échapper à soi, évidemment. Et c'est là qu'il faut essayer de comprendre le problème dans lequel on vit toujours. Il y a un biologiste qui s'appelle Wilson qui a une phrase extraordinaire. Il dit « Notre problème, c'est qu'on a un cerveau du Paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. » Regardez, le cerveau du Paléolithique, on a le même cerveau que 60 000 ans avant Jésus-Christ. C'est toujours le même, il n'a pas changé, c'est trop court pour qu'il change. Donc on a un cerveau de chasseur-cueilleur, un cerveau qui a envie d'aller prendre la calorie qui est apportée. Bon, je vais en reparler. L'institution du Moyen-Âge, on a une démocratie dont la technologie, fondamentalement, elle date de 2500 avant Jésus-Christ, c'est toujours la même, et elle était plutôt adaptée pour un monde où il n'y avait déjà pas grand monde, où tous les citoyens pouvaient se mettre au même endroit et faire de la démocratie directe, et puis elle a été adaptée à un monde qui ne change pas beaucoup. Et puis la technologie digne des dieux, là j'aurais pu vous dire combien on vit dans cette accélération incroyable qui est notre monde. Je veux dire, la capacité informatique a été multipliée par 1 milliard, 2 milliards depuis 1937. 1 milliard, 2 milliards. Pourquoi ? En 1937, le meilleur ordinateur du monde était le premier. Il faisait une opération par seconde. Aujourd'hui, le meilleur ordinateur du monde, il s'appelle le Frontier. Il est américain. Il a détrôné le Fugaku, qui était japonais, qui faisait 442 pétaflops, 442 millions de milliards d'opérations par seconde. Le Frontier, il est le premier à arriver à l'hexaflop, c'est-à-dire 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde, ou 1000 pétaflops si vous voulez. 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde. Et encore, ce n'est pas grand-chose. Parce que Google a annoncé il y a quelques mois qu'ils avaient réussi à faire fonctionner un microprocesseur quantique qui fait en 3,20 secondes ce que les meilleurs ordinateurs font aujourd'hui en 10 000 ans. L'ordinateur quantique, c'est ça. Et bien sûr, alors j'aurais fait la conférence il y a 2 mois, on n'en aurait pas parlé, mais ChatGPT. On n'a aucune idée de ce que ce truc va changer à la société et au monde. La seule chose dont je suis persuadé, c'est que ça va bouleverser le monde, et pas à long terme. Dans le Figaro, bientôt j'ai un papier que je signe avec mon ami Laurent Alexandre, ça s'appelle « ChatGPT est beaucoup plus urgent que les retraites ». Et en fait, pour une fois, on n'est pas myope, on est astigmate. C'est-à-dire que notre problème, ce n'est pas qu'on ne voit pas à long terme les problèmes, c'est qu'on voit trop à long terme. On fait une réforme des retraites pour un problème budgétaire, évidemment réel d'ailleurs, mais qui est plutôt dans 15-20 ans, c'est vrai, mais ChatGPT, c'est dans 5 ans que le problème se pose. Ça se pose tout de suite. Le truc va changer les choses tout de suite. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas totalement parfait, mais c'est comme la photo numérique et Kodak. Il ne faut pas se laisser avoir. Il ne faut pas regarder l'état de la technique aujourd'hui. Il faut regarder la trajectoire. Ils ont mis juste 1 milliard. Et ils ont ce que vous avez tous vu, bien sûr, parce que vous êtes tous allés essayer. Aujourd'hui, il n'y a rien que Microsoft, ils ont mis 10 milliards. C'est la course à l'échalote. Amazon, leur budget de recherche et développement, c'est 40 milliards. C'est autant que la R&D française, enfin, que la recherche, toute la recherche française. En fait, c'est la course à l'échalote absolument incroyable. Il va y avoir des investissements totalement dingues. Les Chinois aussi s'y sont lancés. Bientôt, ChatGPT sera intégré à Word, Microsoft Point, PowerPoint et Excel. Fais-moi une présentation. Hop, clac, 10 secondes. Mais vous vous rendez compte, tout ce que ça va changer dans la légitimité de l'écrit, dans sa valeur. Alors il y a des choses intéressantes qui vont... J'essaye en ce moment... J'avais des cours à la fac où j'apprenais aux élèves à prendre la parole et à écrire. Et du coup, j'ai changé complètement. J'ai dit, on va faire un cours, on va tous réfléchir à ce que ça va changer ou comment on va utiliser ChatGPT. Moi, je ne fais pas comme Sciences Po qui l'interdit, c'est complètement stupide, comme interdire les calculettes, c'est aussi con en fait. Il faut dire, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis surtout, comment on va arriver à surnager, à continuer à exister? Alors, je reviens à mon histoire de cerveau du Paléolithique. Notre cerveau n'a pas été calibré pour un monde où le sucre est à volonté. Un Américain mange 70 kg de sucre raffiné par an. Dans la vie de chasseur-cueilleur, on a calculé qu'on en mangeait environ, probablement pas plus de 2 kg. On y avait accès grâce au miel ou aux fruits. 2 kg grand max. Donc notre cerveau, il a été calibré pour dire, dès que tu as de la calorie à porter, prends-la parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas en retrouver. C'est tellement rare qu'il faut la prendre, il faut l'emmagasiner parce qu'après, peut-être pendant quelques jours, tu vas marcher 50 bornes et tu ne vas rien manger. Et donc, hop, il faut que tu le prennes.
Et évidemment, notre cerveau, il n'a pas évolué, il n'était pas fait pour Walmart. Hein, il n'était pas fait pour que tout soit à disposition, à volonté. Et évidemment, l'explosion du taux d'obésité est évidemment liée à ça. Alors voilà la part de la population qui est obèse aux États-Unis et dans le monde. Alors, ça s'arrête en 2016, mais je pense que ça a monté évidemment avec le Covid. Hein, mais vous voyez, entre 1975 et 2016, une extraordinaire explosion de la part de gens qui sont obèses. En fait, tout simplement, notre cerveau ne sait pas gérer le monde actuel. Voilà. C'est-à-dire que le monde actuel, il n'était pas fait avec ses incitations, avec ce qui est à disposition. On a beaucoup de mal à résister à la facilité, à résister à la plus grande pente. On a beaucoup de mal à résister à l'attirance, à l'attraction du shoot de dopamine. Shoot de dopamine, c'est ce que vous avez quand vous mangez un petit peu de trucs sucrés comme là dehors, là, c'est très très bon. Hein. Vous avez envie d'y retourner. La dopamine, c'est un neurotransmetteur individuel qui est un neurotransmetteur qui vous donne envie d'y retourner, qui était plutôt conçu pour vous donner envie d'aller chasser avant. Hein. Et bien évidemment, aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui est terrible aussi, c'est que ça touche plutôt les gens les plus modestes. Et regardez, l'obésité qui a explosé depuis le Covid, je crois que c'est en Grande-Bretagne, c'est le chiffre du The Economist, elle a d'abord touché, elle touche évidemment les 10% les plus pauvres. Les enfants des 10% les plus pauvres sont beaucoup plus obèses, évidemment, que les 10% les plus riches. Tout le monde augmente, mais malheureusement, les différences, elles restent. C'est impitoyable. Et le problème, mon argument, c'est que ce problème avec le sucre, il est exactement de la même ampleur avec le divertissement, avec la façon dont on va utiliser ce temps libre. Donc la façon dont on utilise ce temps libre est un vecteur incroyable, négligé, ignoré, de reproduction incroyable des inégalités. Aujourd'hui, on a tous notre attention captée, utilisée par des entreprises dont c'est l'intérêt économique. Leur modèle économique est de capter notre attention pour qu'on soit le plus longtemps possible, pour pouvoir évidemment vendre après les données. Comme je dis à mes étudiants, vous savez, vous n'êtes pas les clients la plupart du temps, vous êtes la matière première de ces entreprises. La fameuse phrase, hein, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Un jour, je disais ça en cours, une de mes étudiantes a dit « Ah, mais c'est pour ça que l'entrée est gratuite en boîte de nuit pour les filles. » J'ai dit Mademoiselle, vous avez tout à fait raison. Vous avez bien compris quel est le principe. Quand tu ne payes pas, there is no such thing as a free lunch, n'est-ce pas? On est tous aujourd'hui dépendants à notre portable, on le regarde en moyenne 150 fois par jour. On va scroller, un adulte français scrolle en moyenne 200 mètres de réseaux sociaux par jour. Il y a même des pathologies mentales qui se développent. Hein. La selfie, la prise obsessionnelle de selfie. Hein. D'ailleurs, on meurt de selfie. Hein. Plein de gens qui meurent chaque année de selfie, vous savez, les gens qui reculent. Il y a aussi la nomophobie, la peur d'être séparé de son portable. Et le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de rater un truc si vous n'êtes pas connecté en permanence au monde. Alors moi j'ai le 3, je crois, à peu près. Non, pas la selfie tellement, mais les deux autres en tout cas. Finalement, ce n'est pas très différent. Ces formes d'addiction aux écrans, ce n'est pas extrêmement différent de deux autres formes d'addiction. Hein. En fait, notre cerveau, on est très facilement sujet aux addictions. Pourquoi? Parce que quand on s'est développé, quand on était chasseur-cueilleur, on était dans un monde qui ne permettait pas les addictions. C'est-à-dire que les contraintes étaient telles qu'il fallait résister à un monde qui était difficile, où il y avait des gens qui vous attaquaient, où il fallait trouver en permanence de quoi se nourrir. Et en fait, vous ne pouviez pas devenir addict à quoi que ce soit, ce n'était pas possible. En fait, notre problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde trop facile. Notre problème, c'est de résister à la facilité du monde. Dans un monde où le choix, où tout nous est donné, et donc, forcément, on va choisir, a priori, le choix le plus simple, le principe de la plus grande pente. Là, j'ai des chiffres sur l'addiction au portable, mais bon, ce qui est intéressant aussi, c'est le binge viewing. Hein. Vous savez ce qu'a dit Reed Hastings, le fondateur de Netflix? Notre principal concurrent, notre vrai concurrent, c'est le sommeil. Et ils regardent, ce qui est marrant, c'est qu'ils savent exactement qui regarde quoi, combien de temps, etc. Ils disent celui qui gagne, le meilleur binge viewer. Vous savez qu'on peut accélérer la vitesse pour pouvoir regarder plus. Vous savez aussi que Netflix a diminué le temps de latence entre deux vidéos parce qu'ils ont constaté qu'il y avait trop de gens qui laissaient tomber et qui éteignaient. Et donc, dès que tu descends le temps de latence, les gens regardent plus. Ils sont complètement hook, comme on dit, hein, c'est ça? Ils sont accrochés au truc. Et donc, alors, le chef en termes de binge viewing, c'était le gars qui, au moment d'House of Cards 2, avait mis play à 1008.5. Il a regardé pendant 15 heures, sans s'arrêter. Enfin, si, il s'est arrêté 5 minutes, je crois. Il doit être une pause technique, mais à part ça, il a regardé pendant 15 heures. Alors, une requête sur 4, comme vous savez, est d'ordre sexuel sur Internet. Et le plus extraordinaire, évidemment, c'est que
on regarde aujourd'hui, les écrans absorbent 60% environ de notre temps libre. Alors, attention, je ne fais pas une critique unilatérale des écrans. Le problème, c'est qu'il y a des choses formidables qu'on peut faire sur les écrans. J'ai discuté récemment avec le responsable des affaires publiques de TikTok qui disait qu'il y avait des choses extraordinaires sur TikTok, il y avait des conférences. Vous allez sur YouTube, il y a des choses extraordinaires. Vous pouvez tout apprendre sur YouTube. D'ailleurs, je ne comprends pas que les gens aillent encore à l'université, payer 100 000 $ par an, alors que en fait, tout ça peut s'apprendre quasiment gratos sur Internet. Vous pouvez apprendre des équations différentielles, l'astronomie, enfin, je veux dire, l'astrophysique. Tout est possible. Vous pouvez vous initier absolument à tout. Il y a des tutos pour absolument tout, quasiment à prix coûtant, à coût marginal zéro. Et pourtant, est-ce qu'on va vraiment tous voir ça? Est-ce que c'est ça qu'on va voir de façon prioritaire? Sur TikTok, on sait bien qu'en moyenne, c'est les filles de 14 ans qui dansent de façon ad libidum, de façon stroboscopique. Hein. C'est comme ça que ça se passe et c'est ce que les gens regardent en pratique. Hein. Et ce n'est pas le truc en fait, le plus enrichissant. Qu'est-ce qui va se passer quand le métavers va devenir une réalité? C'est-à-dire quand un univers parallèle, au-delà du monde physique, va être accessible, programmable à volonté en fonction de ce que vous vouliez. Finalement, c'est exact. En vrai, c'est moins sympa parce que ça ressemble à ça, en fait, hein, pour l'instant. En vrai, ça va quand même beaucoup ressembler à The Matrix. Hein. Sauf que dans The Matrix, la machine vous obligeait à vous connecter, alors que là, vous allez vous connecter volontairement à la matrice, parce que à côté de la vie rêvée que vous aurez en ligne, qui aura l'air d'être votre vraie vie, comme un rêve a l'air d'être la vraie vie, qui aura le courage de ne pas se brancher à la matrice? Alors qu'une vraie vie, c'est fait de moments où il pleut, de moments où il fait beau, de moments où il fait froid, il y a les saisons, il y a des trucs moins bien, il y a des routines, il y a des échecs, il y a du moins bien et puis il y a du mieux. Quand vous voulez vivre uniquement avec le mieux, évidemment, ça s'appelle une forme de paradis artificiel, il va être de plus en plus accessible. En réalité, ça existe déjà, on les appelle les hikikomori, il y en a au Japon plusieurs centaines de milliers. Ils vivent dans leur chambre, ils sont enfermés dans leur chambre, ils n'arrivent plus à avoir de relations avec des êtres vivants autrement que par les écrans. Alors, il y a une dernière chose fondamentale qui est en train de changer le monde. Et après, on va quand même, pour ne pas être trop pessimiste, je vais vous dire, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de solutions. Le problème, c'est que, évidemment, la guerre des talents a commencé. Et ça, vous êtes évidemment bien placé pour le voir. Moi, je ne vois pas une entreprise. J'en vois beaucoup tout le temps, plein de secteurs et plein de tailles, qui ne me dit pas, on n'arrive pas à trouver les talents dont on a besoin. Ils viennent, mais ils ne restent pas. On n'arrive pas à comprendre comment ils fonctionnent. Ils ne sont pas comme nous. Alors, la guerre des talents a commencé. Et pourquoi? Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Au Moyen-Âge, enfin jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à la Révolution industrielle, qu'est-ce qui faisait la richesse des nations? C'était la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu de révolution agricole. Et donc, plus on avait la terre, plus on pouvait nourrir les gens. C'était ça qui faisait, d'ailleurs, la richesse. Les Incas, comme vous le savez, ne connaissaient pas l'argent. Et donc, ils stockaient, la richesse, c'était le stock de grains que vous aviez. Et donc, on les stockait énormément. C'était ça les indications de la puissance. Si vous aviez des réserves, vous étiez puissant. Et puis, à partir de la révolution industrielle, la puissance, ça a été d'avoir les industries, d'avoir accès aux matières premières et à l'énergie. On a commencé à se battre pour ça. L'accès aux terres a eu beaucoup moins d'importance. Les causes des guerres étaient, en général, l'accès à l'énergie, aux matières premières. C'est toujours le cas, ça a été le cas au XXe siècle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la puissance d'une nation? Une nation, plus que jamais, elle est puissante si elle a les meilleures technologies. C'est le cas depuis très longtemps. Hein. Crécy et Azincourt. Pourquoi on s'est fait botter les fesses par les Anglais? Ils avaient des longbows, des grands arcs, qui tiraient environ 12 flèches par minute. Et nous, on avait des magnifiques arbalètes qui en tiraient 3 fois moins. Forcément, quand on se prenait 3 flèches pour une, c'était moins bien. Voilà. Et quand on a gagné à la dernière bataille de la guerre de 100 ans, si on a gagné, c'est parce qu'on avait les meilleurs canons. La meilleure techno fait la puissance militaire, qui fait la puissance économique. Qui, aujourd'hui, n'a pas compris que la puissance de demain, elle est dans la capacité d'intelligence artificielle qui va engendrer notamment les capacités de défense, les capacités de neutralisation informatique. Où est-ce que ça se prépare aujourd'hui, ça? Où est-ce que les brevets se font? Ils se font notamment en Chine et en Inde. Mais comment ils se font fondamentalement? C'est la conséquence des cerveaux. Et donc, en fait, aujourd'hui, il faut les meilleurs cerveaux pour avoir les meilleurs technos pour demain être dominant. Donc, dans la guerre
qui est en train de réapparaître, puisqu'on a cru pendant un moment que l'histoire était terminée et qu'il n'y avait plus d'opposition. Hein. Puis en 89, Fukuyama, à la fin de l'histoire, ça y est, les démocraties ont gagné, il n'y a plus d'histoire, fermez le banc. Non, on s'est aperçu que, notamment avec l'Ukraine, que la guerre physique, que l'imposition physique, vous savez ce qu'il y avait écrit sur les canons de Louis XIV, Ultima ratio regum, la dernière raison du roi. Il y a un moment donné, quand on a fini la diplomatie, il y a un moment donné, c'est quand même la force physique qui va marcher. La force physique fait un grand retour depuis un an qu'on n'attendait plus dans l'importance des leviers qui vont guider le monde. Et ben, la force physique, c'est la meilleure techno, et la meilleure techno, c'est les meilleurs cerveaux. Donc la course à avoir les meilleurs cerveaux est absolument lancée, d'autant plus qu'on est dans un monde qui est de plus en plus exigeant cognitivement. En fait, dans les années 60, il n'y avait que 5% des emplois aux États-Unis qui exigeaient une licence professionnelle. Aujourd'hui, il y en a plus de 30%. Et en fait, ça ne fait que monter, c'est-à-dire que la nécessité d'être formé devient de plus en plus grande, puisque les emplois nécessitent de plus en plus de compétences. Bah oui, c'est évident. L'eau de l'intelligence artificielle monte, il faut monter de plus en plus haut, parce que pour être complémentaire avec ces machines qui nous remplacent et qui remplacent les compétences, les verticales assez simples, eh ben, il faut être de plus en plus compétent. Vous savez, le mot computer, c'était une fonction chez le comptable. Hein. C'était le gars qui faisait la computation des chiffres, qui faisait l'addition des chiffres. Le computer, il a depuis longtemps été remplacé. La vraie question, c'est ChatGPT, est-ce que ce n'est pas en train de remplacer beaucoup de monde, hein. D'ores et déjà, c'est meilleur que le reporter moyen. Hein. C'est meilleur que la plupart des lycéens, hein, dans ce que ça fait. Ce n'est pas d'une originalité folle, mais en termes de contenu, finalement, c'est un des trucs qu'on peut attendre. Alors c'est d'autant plus inquiétant qu'en France, c'est un peu compliqué à comprendre, je vous l'ai dit, juste quel est le message de cette slide. Entre 25 et 30 ans, voilà, c'est ça, on a un jeune sur 5, 20% des jeunes qui sont dans la catégorie, en France, des NEETs, Not in Employment, Education or Training. Ils ne sont pas en train de se former, ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas en stage, ils ne sont pas en apprentissage, ils ne sont pas en emploi, ils sont nulle part. Un jeune sur 5. Eh bien, au XXIe siècle, ça va devenir de plus en plus difficile. Et on le voit aujourd'hui dans l'évolution, dans la polarisation des salaires. La polarisation est de plus en plus grande. Hein. La différence depuis les années 80 entre les gens qui sont diplômés du secondaire seulement et ceux qui sont diplômés du supérieur aux États-Unis, la différence de salaire a été multipliée par 2. Vous voyez comment ça s'étend. Quand vous êtes formé, vous gagnez de plus en plus votre vie. Évidemment, je ne parle pas des spécialistes de LLM, hein, ceux qui font les technologies de ChatGPT, parce qu'aujourd'hui, là, à 25 ans, ils sont embauchés à 2 millions. Il faut le savoir. Hein. Parce qu'en fait, on n'en trouve plus, tout le monde est là, ils sont prêts à mettre tout l'argent qu'il faut, en fait, voilà, pour avoir ces gars-là. Donc, c'est la bonne formation, c'est trop tard, je pense, pour nous, mais bon, c'est ce que vous voulez. En plus, je pense qu'il faut être assez bon en maths, ce n'était pas tout à fait mon cas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que plus vous êtes formé aujourd'hui, alors c'est aussi les métiers des relations humaines, hein, les métiers de la coordination, les métiers du care notamment qui vont rester, tout ce qui va être complémentaire aux machines, tout ça, ça va continuer à rester. Parce qu'on est dans ce monde, encore une fois, qui s'accélère de plus en plus. On se souvient tous des disquettes, moi y compris des disquettes flexibles, hein, on n'y mettait pas grand-chose. Aujourd'hui, vous avez 128 gigas, évidemment, comme rien. En 2016, l'Isidol, vous savez, le meilleur au jeu de Go du monde, a été battu par le programme AlphaGo de Google. Alors, vous vous souvenez, en 96, 97, c'est Kasparov qui avait été battu par le programme d'IBM. Alors c'était un programme qui était un peu plus simple puisqu'en fait il calculait des probabilités et il prenait le coup qui avait la meilleure probabilité. On pensait que ça mettrait beaucoup plus de temps avec le jeu de Go. Parce que le jeu de Go, vous voyez, il n'y a pas 8 cases sur 8, il y en a beaucoup plus. Et il y a plus de possibilités de jeu au jeu de Go que d'atomes dans l'univers. Et donc, il faut autre chose, il faut une intelligence qui ne soit pas seulement bestiale dans la computation des chiffres, mais qui soit aussi plus intelligente. Et en fait, c'est là qu'on a extraordinairement innové avec AlphaGo. AlphaGo a battu l'Isidol 5-1. L'Isidol a dit à un moment, j'avais l'impression de me battre contre un dieu. Un an plus tard, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, un an plus tard, le programme AlphaZero, le programme bis d'AlphaGo, il a appris à jouer en jouant contre lui-même. On lui a donné les règles du jeu de Go. Il a joué contre lui-même et il est opposé à AlphaGo, donc plus à l'humain. Et il gagne 100 parties à 0. 100 parties à 0. Il n'y a plus de match. Je crois que quand il y a 100-0, en général, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a plus de match. 100 parties à 0, c'est l'exponentielle complètement dingue sur laquelle nous sommes lancés. Et c'est ça qu'on a beaucoup de mal à se figurer, c'est que notre cerveau n'est pas tellement calibré non plus pour arriver à comprendre les exponentielles. Les choses
vont de plus en plus vite, de plus en plus rapidement. On était dans un monde où hier, les technologies et les institutions pouvaient se permettre d'être à peu près les mêmes. Et c'était l'idée de l'emploi à vie. Vous étiez une entreprise, vous aviez le même marché, vous aviez à peu près les mêmes clients, le même produit. Vous pouviez donc avoir les mêmes compétences. Pendant 30 ans, 40 ans, ce n'était pas un problème. L'emploi à vie, c'était logique, c'était stable. Aujourd'hui, ça change tout le temps, quasiment de mois en mois. Personne ne sait à quoi ressemblera au monde dans un an. Même pas dans 6 mois. Alors évidemment, pour les entreprises, c'est un peu compliqué. C'est compliqué pour la vie aussi d'ailleurs, c'est compliqué pour le citoyen de façon générale. C'est compliqué pour le politique, croyez-moi. Mais ce qui est certain, c'est que la rapidité de vitesse, de progression des machines, en fait, il y a 2 mois, j'aurais été moins pessimiste, si vous voulez. Mais là, avec la sortie de ChatGPT, on est face à une grande désillusion. Je ne sais plus qui disait la différence entre le pessimiste et le déçu, c'est que le déçu, il a des preuves. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que on pensait qu'on avait un hiver de l'IA, comme on dit. C'est-à-dire qu'on n'allait pas avoir d'IA forte pendant longtemps. Oh, l'IA n'aura pas conscience d'elle pendant très longtemps, ça va, embrassons-nous, Folleville, tout va bien. Eh bien non, en fait, on se rend compte que même une IA nulle, comme ChatGPT ne sait pas ce qu'il fait. Il met des mots par probabilité, mais d'une façon tellement complexe qu'en fait, ça fait exactement la même chose. C'est meilleur que plein d'êtres humains, que la plupart des compréhensions humaines moyennes en compréhension, par exemple, le langage écrit, etc. Aujourd'hui, c'est des machines qui vont être les meilleures pour repérer les problèmes dermatologiques ou pour lire les radios. Aucun être humain n'aura vu suffisamment de millions de radios pour être capable d'être en compétition pour la compréhension de ce truc-là. Vous avez tous essayé des trucs avec ChatGPT. Moi, j'ai un copain qui m'a envoyé, il a essayé d'écrire une liste de façons de séduire une femme. Bon. Il y a plein, vous pouvez tout essayer, c'est très rigolo. Les conseils ne sont pas stupides. C'est pas d'une originalité folle, hein, mais bon, c'est efficace. Et puis surtout, c'est écrit en français. Alors, vous vous souvenez, le test de Turing, que Alan Turing, le fondateur, évidemment, l'inventeur de l'ordinateur génial, avait conçu, il y aura une vraie machine capable de résister à l'humain le jour où, quand tu discutes avec elle, tu n'es pas capable de savoir si c'est un humain ou pas. Et en fait, aujourd'hui, paradoxalement, le seul truc qui fera que quand tu discutes avec ChatGPT, tu diras que c'est pas un humain, c'est qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Tu diras, ouais, bon, c'est pas un étudiant. Mais qui peut le plus, peut le moins, tu peux rajouter des fautes d'orthographe aléatoires, hein, c'est possible. Tu peux mettre un truc pour mettre un peu plus de caractère humain, voyez, des petites fautes de frappe. Et là, le test de Turing, c'est fini, c'est enfoncé. Ce que je vous dis, il y a 5 ans, c'était pas possible. Il y a 5 ans, le test de Turing, on était encore loin. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous pouvez discuter avec ChatGPT. Vous avez vu le film Her? Vous tombez amoureux de son ordinateur. Mais qu'est-ce qui va nous empêcher? Je vous donne dans quelques mois. Vous avez des interfaces. Vous pouvez mettre la personne que vous voulez, avec la voix que vous voulez, qui va vous parler ad libidum, elle ne sera jamais fatiguée, elle vous connaîtra exactement, elle vous répondra exactement ce que vous voulez, elle vous connaîtra, elle sera votre âme sœur. Et ça sera gratos, ou payant, mais pas très cher. Plus besoin d'amis? Encore mieux qu'un chien, vous n'allez pas le sortir. Il faut se dire encore, ça n'est qu'un début. Les prochaines versions de ChatGPT seront 100 fois plus puissantes. 100 fois plus puissantes. Donc, il va pouvoir vous écrire un livre en 10 secondes. Vous appuyez. Mais alors, moi, je me pose la question. Alors, le truc qui restera, c'est que vous n'allez pas inviter une machine pour parler, déjà. Qui sait? Qui sait? Mais regardez, ça fait très longtemps que la machine est meilleure aux échecs que l'être humain. Est-ce qu'on va regarder des machines jouer les unes contre les autres? Un tout petit peu. Mais surtout, ce qui est formidable, c'est qu'on va regarder des gens, des vrais êtres humains, et les meilleurs du monde, Magnus Carlsen, etc., on va les regarder jouer. Et c'est des êtres humains. Et on sait que c'est nul par rapport à ce que fait la machine. On le sait, mais c'est autre chose. Est-ce que des robots joueraient mieux et plus précisément que les meilleurs des pianistes? Peut-être, mais on va quand même voir les pianistes. Donc je crois quand même qu'il y a un futur à l'être humain parce qu'on a quand même envie de faire des choses entre nous. Ça, c'est quand même le bon côté. Alors, vous allez aller voir, il faut que vous alliez voir DALL-E aussi, parce qu'il y a le text-to-text, mais aussi le text-to-picture. Et puis demain, il y aura le text-to-motion, c'est-à-dire la capacité à faire un film en fonction de vos desiderata. Moi, je ferai une formation de graphiste, c'est comme la formation de traducteur, je changerai aujourd'hui. Cette image a été générée par ordinateur. D'ailleurs, en termes de droits d'auteur, d'ailleurs, ça commence à poser des problèmes. Les droits d'auteur, c'est quand tu réutilises vraiment, mais là, c'est impossible. Il va avoir des millions d'œuvres et il va impossible de savoir où est-ce qu'il a pris son inspiration. Alors, de plus en plus, on ne va pas débrancher la machine, sauf guerre nucléaire. Auquel cas, regardez plutôt Mad Max, c'est ça qui va vous renseigner sur le monde dans lequel vous allez vivre. Mais, sauf scénario Mad Max, on va vivre dans un monde où il y a ça.
et où tout ce qui est possible va être fait. Où l'interdiction, comme Sciences Po, est absurde et ne pourra pas marcher. Donc il faut vivre avec. Et vivre avec, ça veut dire qu'il faut essayer de penser les modes d'hybridation, les modes de complémentarité, à quel endroit aussi la machine n'est pas encore, et puis comment on peut utiliser la machine pour le meilleur. C'est pour ça que j'avais créé l'Institut Sapiens il y a 5 ans. L'idée, c'est la machine. La technologie change le monde, pour le pire et pour le meilleur, et comment on peut réfléchir pour que ça soit plutôt pour le meilleur que pour le pire. Alors, pour les conducteurs, par exemple, ça évolue évidemment aussi à toute vitesse. Ça ne veut pas dire que les chauffeurs disparaissent, ça veut dire que les fonctions des chauffeurs changent. Et si souvent, ça demande d'autres qualités, d'autres compétences que celles du chauffeur. D'ailleurs, entre parenthèses, on a beaucoup de mal à trouver des chauffeurs, entre autres métiers pour lesquels on a du mal à trouver. L'autre conséquence, c'est que la lutte concurrentielle entre les gens est plus forte que jamais. La lutte cognitive et le niveau cognitif général est plus fort que jamais. Pourquoi les grands séquoias géants sont les plus grands arbres du monde et pourquoi ils atteignent jusqu'à 100 mètres, qui est en fait la limite de la taille à partir de laquelle la sève ne peut plus physiquement arriver à monter. Ce n'est pas pour être plus grand que les arbres ou d'autres arbres que les séquoias, c'est parce qu'ils se sont fait une compétition entre eux. Rien n'explique qu'on ait un cerveau aussi développé, parce que pour survivre dans la nature, on n'a pas besoin d'avoir le cerveau humain. C'est 1000 fois trop puissant. C'est comme, je ne sais pas, avoir un supercalculateur pour faire des tables de multiplication. On n'a pas besoin d'un cerveau comme le nôtre qui est extraordinaire, qui fait 20% de notre énergie, qui pompe 20% de notre énergie au repos. Comment on a pu se le payer? Grâce au feu, d'ailleurs, en grande partie, parce qu'on a cuit la viande et donc on a pu ingérer plus rapidement de l'énergie. Pourquoi notre cerveau est si développé? Eh bien, vous savez qu'il y a 2 types de sélection. Il y a la sélection sur la survie et la sélection reproductive, le mating. Sélection reproductive, c'est qu'en fait, on a choisi par compétition les gens qui étaient les plus intelligents, qui se donc reproduisent, etc., etc., etc. Donc on est aussi intelligent par compétition. Eh bien, mon hypothèse, c'est que cette compétition, elle s'accélère encore aujourd'hui du fait des circonstances extérieures. Et je ne vous raconte pas n'importe quoi. Vous savez qu'en Corée du Sud, tous les enfants vont à une 2e école après la première école, le soir. Et le problème du gouvernement coréen, c'est d'essayer d'empêcher les enfants de trop bosser. Je vous jure. Ils ont fait une loi pour obliger les 2e écoles à fermer à 22 heures. Du coup, les écoles ont créé des sites en ligne. Vous savez à quelle heure est le pic de connexion? À 1h du matin. Du coup, ils se sont dit aussi, pour que les gens n'aillent pas à la 2e école, on va créer des sites d'éducation en ligne gouvernementaux. Le pic des connexions est à 1h du matin. On n'arrive pas à empêcher les jeunes Coréens de bosser. Le gouvernement français n'a pas tout à fait les mêmes enjeux. Il ne vous a pas échappé. Je suis déjà là. Attendez. Alors, il y a autre chose à dire. C'est très bizarre. Je ne sais pas ce que je vous ai envoyé finalement, parce que en fait, j'avais plein d'autres trucs super à dire, mais j'ai envoyé très vite hier entre 3 trucs et je n'ai pas dû envoyer le bon PowerPoint, mais ce n'est pas très grave. Le gouvernement chinois, comme vous le savez, a interdit plus de 3 heures de jeux vidéo par semaine aux jeunes de moins de 18 ans. Ils ont interdit plus de 40 minutes de TikTok par jour. Le TikTok chinois, comme vous savez, TikTok c'est chinois, le TikTok chinois qui a un nom différent, il est beaucoup plus éducatif. Et vous savez pourquoi? Eh ben, le gouvernement chinois l'a dit, il a dit, mais parce que les cerveaux de nos enfants sont notre ressource la plus précieuse. Et donc, on va les protéger en fait du divertissement. Bon, dans le livre que vous ferez peut-être l'amitié de lire, vous verrez plein d'autres choses, plein de considérations sur la reproduction évidemment des inégalités liées aujourd'hui au loisir et non plus au travail, parce que c'est mon hypothèse, ça se fait aujourd'hui dans l'à côté de l'école plutôt que dans l'école, ça se fait dans l'à côté du travail plutôt que dans le travail. Et puis j'essaie de donner des solutions aussi. Il est possible de reprendre le pouvoir, il est possible de prendre conscience de cette captation de notre attention, et il est possible de mieux utiliser le loisir. La meilleure image, vous savez, c'est quand vous avez le choix entre l'escalator ou l'escalier. Parfois, peut-être que vous vous dites, moi je me le dis parfois, allez, je vais prendre l'escalier parce que je sais que ça me fait du bien, puis quand même, c'est dommage d'aller faire de la gym quand par ailleurs vous prenez l'escalator, c'est absurde. Hein, bon. Et bien là, de la même chose, de la même façon, on ne se rend pas compte, mais cognitivement parlant, intellectuellement parlant, il faut qu'on s'oblige à prendre l'escalier plutôt que l'escalator. C'est pas facile,
continuer à exercer son cerveau au moment où tout est un clic de souris, au moment où tout est disponible, au moment où vous allez pouvoir finalement ne rien mémoriser puisque tout va être immédiatement accessible, ça demande un effort, mais c'est cette discipline nouvelle, d'un genre nouveau dont nous avons besoin parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde où la difficulté, c'est sa facilité. Voilà, je vous remercie.